Site de reproduction. Le ciel allait s'assombrissant et des roulements de tonnerre se faisaient entendre au loin. Grant et les autres, penchés par-dessus les portières de la Jeep, regardaient l'écran du tableau de bord. Des sites de reproduction demanda Wu. Des nids, si vous préférez, fit Grant. En admettant que chaque couvée comprenne de 8 à 12 œufs, les chiffres indiqueraient que les compis ont 2 nids. Les raptors en ont également 2. Les otis ont un seul nid, de même que les ipsis et les mayas. Et où sont-ils, ces nids? À nous de les découvrir, répondit Grant. Les dinosaures choisissent des endroits retirés pour faire leur nid. Mais pourquoi y a-t-il si peu de gros animaux? Poursuivit Wu. S'il y a entre 8 et 12 œufs dans une couvée de mayas, il devrait y avoir entre 8 et 12 nouveaux mayas, et non un seul. Exact, fit Grant. Et les raptors et les compis qui se baladent dans le parc mangent probablement les œufs des gros animaux, et peut-être même les petits à peine sortis de l'œuf. Mais nous n'avons jamais rien remarqué, protesta Arnold de la salle de contrôle. Les raptors sont des animaux nocturnes, expliqua Grant. Le parc est-il surveillé la nuit? Il y eut un long silence. Cela ne tient toujours pas debout, insista Henry Wu. 50 animaux supplémentaires ne peuvent pas se nourrir exclusivement d'œufs. Non, dit Grant. Je suppose qu'ils mangent autre chose. Peut-être des petits rongeurs, des souris et des rats. Il y eut un nouveau silence. Permettez-moi d'émettre une hypothèse, reprit Grant. J'imagine qu'à votre arrivée dans cette île, les rats représentaient un véritable fléau, mais qu'à mesure que le temps passait, le problème a progressivement disparu. C'est vrai, mais... Et vous n'avez jamais cherché à savoir pourquoi? Eh bien, nous avons supposé, répondit Arnold sans achever sa phrase. Écoutez, dit Wu, je maintiens que tous les animaux sont des femelles et qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Grant avait déjà réfléchi à la question. Il avait récemment pris connaissance d'une fascinante étude publiée en Allemagne qui pouvait apporter la réponse à cette question. Quand vous avez reconstitué votre ADN de dinosaure, dit-il en s'adressant à Wu, vous avez bien travaillé sur des fragments. Oui, répondit le généticien. Pour obtenir une molécule complète, avez-vous été amené à utiliser des fragments d'ADN d'une origine différente? De temps en temps, répondit Wu. C'était le seul moyen d'arriver à nos fins. Nous avons utilisé de l'ADN d'oiseaux, de différentes espèces et en quelques occasions de l'ADN de reptiles. Et de l'ADN de batraciens, plus particulièrement de grenouilles. C'est possible, il faudrait vérifier. Faites-le, déclara Grant. Je pense que vous obtiendrez votre réponse. De l'ADN de grenouille? Demanda Malcolm. Pourquoi posez-vous cette question? Écoutez, lança Gennaro avec agacement. Tout cela est passionnant, mais il ne faut pas oublier la question essentielle. Des animaux ont-ils pu s'échapper de l'île? Ces chiffres ne nous donnent aucune indication, répondit Grant. Alors, comment allons-nous le savoir? À ma connaissance, dit Grant, il existe un autre moyen, et un seul. Il va nous falloir découvrir tous les nids de dinosaures du parc, les examiner attentivement et compter les fragments de coquilles qui subsistent. De cette manière, nous réussirons peut-être à déterminer combien d'animaux sont nés et nous pourrons commencer à calculer s'il en manque. Certes, objecta Malcolm, cela ne vous apprendra pas si les animaux manquants ont été tués, s'ils sont morts de cause naturelle ou bien s'ils ont quitté l'île. Vous avez raison, concéda Grant, mais c'est un début. Je pense également qu'une étude plus approfondie des courbes de population nous fournira d'autres renseignements. Et comment allons-nous trouver ces nids? Eh bien, répondit Grant, je pense que l'ordinateur pourra nous donner un coup de main. On peut rentrer maintenant, lança Lex d'une voix plaintive. Je meurs de faim. Oui, fit Grant en adressant un sourire à la fillette. Allons-y, tu as été très patiente. Et tu pourras manger dans une vingtaine de minutes, ajouta Régis, en se dirigeant vers les Land Cruiser. Je vais rester un peu, déclara Ellie, pour prendre quelques photos du stégosaure avec l'appareil du docteur Adin. Les cloques qu'il a sur la langue se seront résorbées demain. Moi, je veux rentrer, dit Grant, je pars avec les enfants. Moi aussi, fit Malcolm. Je crois que je vais rester,
dit Gennaro. Je rentrerai dans la Jeep avec Harding et le docteur Sattler. Bon, en route? Pour quelle raison précise notre avocat a-t-il choisi de rester? Demanda Malcolm tandis qu'il repartait vers les voitures. Elle a peut-être un rapport avec le docteur Sattler, répondit Grant en haussant les épaules. Croyez? À cause du short? Ce ne serait pas la première fois, répondit Grant. Cette fois, je veux monter dans la première voiture avec le docteur Grant, déclara Tim en s'arrêtant devant les Land Cruiser. Malheureusement, fit Malcolm, le docteur Grant et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Je resterai bien tranquille et je n'ouvrirai pas la bouche, insista le garçon. C'est une conversation privée que nous devons avoir. J'ai une idée, Tim, proposa Ed Régis. Laissons-les seuls dans la seconde voiture. Nous allons prendre la voiture de tête, et tu pourras essayer les lunettes de vision nocturne. Qu'est-ce que tu en dis, Tim? Des lunettes qui permettent de voir la nuit. Super! S'écria Tim en s'avançant vers la voiture de tête. Hé, attendez-moi! Dit Alex. Moi aussi, je veux les essayer. Non, répliqua sèchement son frère. C'est pas juste, c'est toujours toi qui fais tout. Ed Régis les regarda s'éloigner, puis il se tourna vers Grant. J'imagine ce que va être le trajet de retour, soupira-t-il. Grant et Malcolm montèrent dans le second Land Cruiser au moment où les premières gouttes de pluie s'écrasaient sur le pare-brise. Allons-y, dit Ed Régis. Moi aussi je commence à avoir faim, et je n'aurai rien contre un petit daiquiri à la banane. Qu'en dites-vous, messieurs? Il frappa du poing la carrosserie de la voiture. Rendez-vous au camp de base, lança-t-il avant de se mettre à couvrir vers le Land Cruiser de tête. Dès qu'il fut monté, une lumière rouge clignota sur le tableau de bord et avec un doux ronronnement électrique, les deux véhicules se mirent en marche. La lumière commençait à baisser et Malcolm semblait étrangement calme. Devez vous sentir conforté dans votre théorie, dit Grant. En fait, répondit le mathématicien, je ressens une certaine appréhension. Je crains que nous soyons arrivés à un point très dangereux. Pourquoi? Une intuition. Les mathématiciens croient à l'intuition? Absolument, c'est très important l'intuition. En réalité, je songeais au fractal. Vous savez ce que c'est? Pas vraiment, fit Grant en secouant la tête. C'est une sorte de géométrie. Contrairement à la géométrie euclidienne, celle que tout le monde étudie à l'école, les carrés, les cubes, les sphères, la géométrie fractale semble décrire de véritables objets du monde réel. Les montagnes et les nuages sont des figures fractales. Ainsi, d'une certaine manière, les fractales sont probablement liés à la réalité. Vous savez que Mandelbrot a découvert quelque chose de tout à fait extraordinaire avec sa panoplie géométrique. Il a découvert que les choses étaient presque identiques à des échelles différentes. Des échelles différentes? Répéta Grant. Prenons un exemple, dit Malcolm. Une grande montagne, vue de loin, a une certaine forme accidentée de montagne. Quand on se rapproche et qu'on examine un pic en particulier de cette grande montagne, on constate qu'il a la même forme que la montagne. Et si on continue jusqu'à un tout petit fragment de rocher, on observe au microscope qu'il a fondamentalement la même forme fractale que la grande montagne. Je ne vois pas ce qui est de nature à vous inquiéter là-dedans, fit Grant. Il étouffa un bâillement. Il avait dans les narines l'odeur âcre et sulfureuse des vapeurs volcaniques. Le Land Cruiser atteignit la portion de route qui longeait la côte, dominant la grève et l'océan. C'est une façon de voir les choses, reprit Malcolm après un silence. Mandelbrot a découvert une similitude allant du plus grand au plus petit, et cette similitude se retrouve dans les événements. Quels événements? Prenons l'exemple du prix du coton. Il y a d'excellentes archives qui remontent à plus d'un siècle. Quand on étudie les fluctuations du cours du coton, on se rend compte que la courbe des prix sur une journée est fondamentalement semblable à celle des prix sur une semaine, qui elle-même ne diffère pas sensiblement d'une courbe établie sur un an ou une décennie. Ainsi vont les choses, une journée ressemble à une vie entière. On entreprend quelque chose et on finit par faire autre chose. On projette de faire des achats mais on ne les fait pas. Et quand vient l'heure du bilan, on se rend compte que l'existence tout entière a été en fait une suite d'événements fortuites. La vie a le même aspect général que celui d'une journée. Je suppose que l'on peut voir les choses de cette manière, concéda Grant. Non, répliqua Malcolm.
C'est la seule manière de voir les choses, du moins la seule qui soit fidèle à la réalité. Comprenez, ce concept fractal de similitude implique l'idée de récurrence, de retour cyclique, ce qui signifie que les événements sont imprévisibles, qu'ils peuvent être sujets à des changements imprévus et soudains. Mais pour nous rassurer, nous nous sommes imaginés qu'un changement brusque est quelque chose qui se produit en dehors de l'ordre normal des choses. Un accident, comme une collision entre deux voitures, ou bien une fatalité, comme une maladie incurable. Nous sommes incapables de concevoir que le changement brusque, radical, irrationnel fait partie intégrante de l'existence. Et pourtant, c'est la vérité. La théorie du chaos nous enseigne que la linéarité que nous avons fini par considérer comme allant de soi dans tous les domaines, de la physique à la fiction, la linéarité n'existe pas. Ce n'est qu'une manière artificielle de considérer le monde. La vie réelle n'est jamais une suite d'événements intimement liés qui se succèdent comme les perles d'un collier. La vie est en fait une suite de rencontres dans lesquelles chaque événement peut modifier ceux qui le suivent d'une manière totalement imprévisible et radicale. Malcolm s'enfonça dans son siège, le regard fixé sur l'autre Land Cruiser qui les précédait de quelques dizaines de mètres. C'est une vérité profonde de la structure de notre univers, reprit-il. Mais pour des raisons que je ne m'explique mal, nous tenons à faire comme si elle n'avait pas de réalité. À cet instant précis, les deux voitures s'arrêtèrent avec une secousse. Que se passe-t-il? Grant. Devant eux, dans la voiture de tête, ils virent les enfants qui montraient l'océan du doigt. À quelque distance de la côte, sous une couche de nuages menaçants, Grant distingua la silhouette sombre du navire de ravitaillement qui partait vers Punta Arenas. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Demanda Malcolm. Grant alluma la radio et entendit la voix excitée de la fillette. Regarde, Timmy, tu le vois, là-bas? Malcolm plissa les yeux pour suivre le navire. Il parle du cargo? Demanda-t-il. Apparemment. Ed Régis descendit de son Land Cruiser et s'approcha au pas de course du second véhicule. Je suis désolé, dit-il, mais les gamins sont tout excités. Avez-vous des jumelles dans la voiture? Pourquoi faire? La petite affirme qu'elle a vu quelque chose sur le navire, répondit Régis. Elle dit qu'il y a un animal. Grant saisit les jumelles, posa les coudes sur le rebord de la portière et scruta lentement les contours du navire. Il faisait déjà si sombre qu'il avait l'impression de le voir se découper sur l'océan en ombres chinoises. Soudain, les feux du bâtiment s'allumèrent, points brillants dans le crépuscule au reflet pourpre. Vous voyez quelque chose? Demanda Ed Régis. Non, répondit Grant. Ils sont vers le bas, dit la voix de Lex à la radio. Regardez vers le bas. Grant baissa les jumelles et examina la coque juste au-dessus de la ligne de flottaison. C'était un navire ventru, au large bot, mais il faisait trop sombre pour qu'il pût distinguer les détails. Non, je ne vois rien. Moi, je les vois, reprit Lex avec impatience. Vers l'arrière, regardez vers l'arrière. Comment peut-elle voir quoi que ce soit avec cette lumière? Demanda Malcolm. Les enfants ont une excellente vue, répondit Grant. Ils ont une acuité visuelle dont nous avons perdu jusqu'au souvenir. Il orienta les jumelles vers la poupe en les déplaçant très lentement, et soudain il vit les animaux. Ils jouaient en se faufilant au milieu des superstructures de la poupe. Grant ne discerna fugitivement que leurs silhouettes dans la lumière indécise, mais il eut le temps de voir qu'ils mesuraient une soixantaine de centimètres de haut, qu'ils se tenaient debout en se servant de leur queue comme d'un balancier. Vous les voyez? Demanda Alex. Oui, je les vois. Qu'est-ce que c'est? Des vélociraptors, répondit Grant. Il y en a au moins deux, peut-être plus, des jeunes. Bon Dieu, souffla Régis, ce navire regagne le continent. Ne nous énervons pas, fit Malcolm avec un petit haussement d'épaule. Il suffit d'appeler la salle de contrôle et de leur demander de faire revenir le navire. Ed Régis tendit la main et prit la radio. Ils entendirent des sifflements de parasites et des bourdonnements tandis qu'ils changeaient rapidement de fréquence. Il y a quelque chose qui cloche, grommela-t-il. Cette radio ne marche pas. Il descendit et se précipita vers l'autre véhicule. Ils le virent se pencher puis se redresser et tourner la tête vers eux. Aucune des deux radios ne marche, dit-il lentement. Je ne peux pas joindre la salle de contrôle. Alors, mettons-nous en route, fit Grant. Muldoon se tenait devant les deux grandes fenêtres de la salle de contrôle qui donnaient sur le parc. À 19 heures,
Les projecteurs à quartz s'allumaient d'un bout à l'autre de l'île comme une rivière de diamants étincelants. C'était son heure préférée. Il entendit les parasites sur les deux radios. Les Land Cruisers sont repartis, annonça Arnold. Ils vont rentrer maintenant. Je me demande bien pourquoi ils se sont arrêtés, fit Hammond. Et pourquoi ne pouvons plus lui parler? Je l'ignore, répondit Arnold. Peut-être ont-ils coupé la radio dans les deux voitures. C'est probablement dû à l'orage, suggéra Muldoon. Il y a des interférences. Ils seront là dans 20 minutes, poursuivit Hammond. Vous devriez appeler pour vous assurer que tout sera prêt dans la cuisine. Les enfants vont être affamés. Arnold prit le téléphone, mais il ne perçut qu'un sifflement aigu et continu. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Raccrochez, bon Dieu, grogna Nedry. Vous allez interrompre la transmission de données. Vous avez pris toutes les lignes téléphoniques? Même les lignes intérieures? J'ai pris toutes les lignes assurant les communications avec l'extérieur, répliqua Nedry. Mais vos lignes intérieures devraient fonctionner normalement. Arnold enfonça l'une après l'autre toutes les touches de la console téléphonique, mais à chaque fois il perçut le même sifflement continu. On dirait bien que vous les avez toutes prises. Dans ce cas, excusez-moi, fit Nedry. Je vais vous en libérer 2 à la fin de la transmission, dans un quart d'heure. J'ai l'impression que le week-end va être long pour moi, poursuivit-il en bâillant. Je pense que je vais aller me chercher ce coca. Il prit sa sacoche et se dirigea vers la porte. Ne touchez pas à ma console, hein, lança-t-il avant de sortir. Quel plouc, murmura Hammond quand la porte se fut refermée. Oui, fit Arnold, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. Tout le long de la route, les vapeurs volcaniques prenaient des reflets irisés à la lumière éclatante des projecteurs à quartz. Combien de temps faut-il au cargo pour atteindre le continent? Demanda Grant à la radio. 18 heures, répondit Ed Regis. La durée de la traversée ne varie guère. Il devrait arriver demain matin vers 11 heures, ajouta-t-il en regardant sa montre. Vous ne pouvez toujours pas joindre la salle de contrôle? Demanda Grant, le front barré par un pli d'inquiétude. Non, toujours pas. Et Harding, vous pouvez le joindre? Non, j'ai essayé, mais il a dû couper sa radio. Nous sommes donc les seuls à savoir que ces animaux sont sur le navire, fit pensivement Malcolm. J'essaie de prévenir quelqu'un, répliqua Régis. On ne peut pas laisser ces raptors débarquer sur le continent. Dans combien de temps serons-nous arrivés? Il nous reste à peu près 16 ou 17 minutes de trajet, répondit Ed Régis. Sur la route illuminée par les puissants projecteurs, Grant avait l'impression de rouler dans un éclatant tunnel de verdure. Quelques grosses gouttes s'écrasèrent sur le pare-brise. Grant sentit le Land Cruiser ralentir, puis le véhicule s'arrêta. Que se passe-t-il encore? Je ne veux pas m'arrêter, gémit Lex. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? D'un seul coup, tous les projecteurs s'éteignirent et la route fut plongée dans l'obscurité. Hé s'écria Alex. Sans doute une coupure de courant, dit Ed Régis. Je suis sûr que la lumière va revenir dans une minute. Bon Dieu de merde s'exclama Arnold, le regard rivé sur ses moniteurs. Que se passe-t-il? Demanda Muldoon. Une coupure de courant? Oui, mais seulement sur le périmètre. Tout est normal dans notre bâtiment. Mais dehors, dans le parc, le courant est coupé. La lumière, les caméras, tout. Les écrans de ses moniteurs vidéo s'étaient éteints. Et les Land Cruisers? Ils se sont arrêtés quelque part, vers l'enclos des tyrannosaures. Bon, fit Muldoon. Appelez l'entretien et demandez-leur de rétablir l'électricité. Arnold prit un de ses téléphones, mais cette fois encore, il n'obtint qu'un sifflement. Les ordinateurs de Nedry étaient en train de dialoguer. Le téléphone ne marche pas, ce con de Nedry. Nedry, où est passé cet abruti? Dennis Nedry poussa la porte de la salle portant l'inscription Fertilisation. L'alimentation électrique du périmètre n'étant plus assurée, les serrures commandées par carte magnétique étaient désamorcées. Une simple poussée suffisait à ouvrir toutes les portes du bâtiment. Les problèmes du système de sécurité constituaient le bug le plus préoccupant pour le parc Jurassique. Nedry se demandait si quelqu'un soupçonnait qu'il ne s'agissait pas d'un bug, que l'informaticien lui-même l'avait programmé ainsi. Il avait inclus une trappe classique. Rares étaient les programmeurs de grands systèmes informatiques capables de résister à la tentation de se ménager une entrée secrète. C'était en partie une question de bon sens. Si un utilisateur inepte bloquait le système,
et venait ensuite implorer son aide. Il existait ainsi un moyen d'y accéder pour réparer les dégâts. Et c'était également une manière de signature. Mais cela représentait en plus une assurance sur l'avenir. Le projet du parc Jurassique avait laissé à Nedry des souvenirs pleins d'amertume. Quand son travail sur le système était déjà bien avancé, InGen avait exigé d'importantes modifications, mais refusé de payer les coûts supplémentaires en prétextant qu'elles auraient dû être incluses dans le contrat original. Il y avait eu des menaces de poursuites judiciaires et d'autres clients de Nedry avaient reçu des lettres laissant entendre qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. C'était du chantage ni plus ni moins, et Nedry s'était vu contraint d'effectuer gratuitement les changements exigés par Hammond. Mais quand, un peu plus tard, il avait été contacté par Lewis Dawson, le représentant de Biosyn, Nedry avait porté une oreille attentive à ses propositions. Il avait été en mesure d'affirmer qu'il pouvait déjouer le système de sécurité du parc Jurassique. Il pouvait avoir accès à n'importe quelle pièce, à n'importe quel système du parc, car il l'avait voulu ainsi, pour le cas où. Il pénétra dans la salle de fertilisation, le laboratoire était désert. Comme il l'avait prévu, tout le personnel était en train de dîner. Nedry ouvrit la fermeture éclair de sa sacoche et en sortit la bombe de mousse à raser Gillette. Il dévissa la base et vit que l'intérieur était divisé en petits compartiments circulaires. Il prit une paire de gants isolants et ouvrit le congélateur sur la porte duquel était écrit Produit biologique fiable, conservation, moins 10 degrés minimum. Le congélateur, qui avait les dimensions d'une petite penderie, était rempli du sol au plafond de tablettes contenant des réactifs et des liquides dans des sacs en plastique. Nedry vit sur le côté une petite glacière avec une lourde porte de céramique. Il l'ouvrit et un plateau portant des tubes apparut dans un nuage blanc d'azote liquide. Les embryons étaient classés par espèces. Stégosaures, apatosaures, hadrosaures, tyrannosaures. Chacun était contenu dans un mince tube de verre enveloppé dans du papier alu et fermé par un bouchon. Nedry saisit prestement 2 tubes de chaque espèce et les glissa dans la bombe de crème à raser. Puis il revissa la base du bidon et en fit tourner la partie supérieure. Il entendit un sifflement à l'intérieur quand le gaz s'échappa et sentit le métal se refroidir entre ses mains. Dawson lui avait affirmé qu'il y avait assez de gaz réfrigérant pour 36 heures. Largement de quoi arriver à San José. Nedry s'éloigna du congélateur, plaça la bombe de mousse à raser dans sa sacoche qu'il referma. Il sortit du laboratoire et retourna dans le couloir. L'ensemble de l'opération avait pris moins de 2 minutes. Il imaginait la consternation qui devait gagner tout le monde dans la salle de contrôle à mesure qu'il prenait conscience de la situation. Tous les codes de sécurité étaient neutralisés et toutes les lignes téléphoniques occupées. Sans son aide, plusieurs heures auraient été nécessaires pour remédier à la pagaille. Mais dans quelques minutes, Nedry serait de retour dans la salle de contrôle et tout rentrerait dans l'ordre. Et personne ne soupçonnerait jamais ce qu'il avait fait. Un sourire aux lèvres, Dennis Nedry descendit au rez-de-chaussée, salua le garde d'un signe de tête et continua jusqu'au sous-sol. Il passa devant les Land Cruiser impeccablement alignés et s'arrêta devant la Jeep garée près du mur. En montant dans la voiture, Nedry remarqua un curieux tube gris sur le siège arrière. Cela ressemble à un lance-roquette, songea-t-il en mettant le contact. Nedry regarda sa montre. S'engager dans le parc et 3 minutes de route pour atteindre le quai Est, puis 3 autres minutes pour regagner la salle de contrôle. C'était du gâteau. Bordel de merde! Rugit Arnold en tapant sur les touches de son clavier. Tout est bousillé! Debout à la fenêtre, Muldoon regardait le parc plongé dans l'obscurité. Toutes les lumières étaient éteintes, à l'exception de celles qui éclairaient les abords immédiats des bâtiments principaux. Il vit quelques employés qui couraient pour aller s'abriter de la pluie, mais personne ne semblait remarquer qu'il y avait quelque chose d'anormal. Muldoon tourna la tête vers le pavillon où toutes les lumières brillaient. Cette fois, marmonna Arnold, nous sommes dans de beaux draps. Pourquoi? Demanda Muldoon. Il se détourna de la fenêtre juste au moment où la Jeep sortait du garage souterrain pour s'engager dans le parc en suivant la route réservée au service d'entretien. Cet abruti de Nedry a coupé les systèmes de sécurité, expliqua Arnold. Tout le bâtiment est ouvert, il n'y a plus une seule porte fermée. Je vais le signaler aux gardes, dit Muldoon. Ce n'est pas le plus grave, poursuivit Arnold. Quand on coupe les systèmes de sécurité, on coupe également toutes les clôtures périphériques. Quelle clôture? Demanda Muldoon.
Les clôtures électrifiées de toute l'île, répondit Arnold. Il n'y a plus de courant. Vous voulez dire que... Exactement, le coupa Arnold en prenant une cigarette. Les animaux peuvent sortir de leur enclos. Il ne se passera probablement rien, mais on ne sait jamais. Je ferais mieux d'aller rejoindre les passagers des deux Land Cruisers pour les ramener ici, lança Muldoon en se dirigeant vers la porte. Il descendit rapidement dans le garage. Le fait que les clôtures ne soient plus électrifiées ne l'inquiétait pas vraiment. La plupart des dinosaures vivaient dans leur enclos depuis au moins 9 mois et ils s'étaient approchés à maintes reprises assez près des clôtures pour ressentir les effets immédiats. Muldoon savait que les animaux apprenaient rapidement à éviter de recevoir une décharge électrique. Il suffisait à un pigeon de laboratoire de 2 ou 3 expériences pour comprendre, et il lui paraissait peu probable que les dinosaures s'approchent de leur clôture. Ce qui préoccupait beaucoup plus Muldoon, c'était la réaction des passagers des deux Land Cruisers. Il espérait qu'ils n'auraient pas l'idée de descendre des voitures, car dès que l'électricité reviendrait, les Land Cruisers se remettraient en marche avec ou sans leurs passagers. Ils risquaient de rester sur la route. Certes, avec la pluie, il était peu probable qu'ils quittent les véhicules, mais enfin, on ne sait jamais. Il pénétra dans le garage et se dirigea aussitôt vers la Jeep. Heureusement qu'il avait eu la prévoyance de mettre le lance-roquette dans la voiture. Il pouvait partir tout de suite et il arriverait là-bas en... Où était la voiture? Stupéfait, Muldoon regarda l'endroit où il avait laissé la voiture en stationnement. La Jeep avait disparu. Que diable se passait-il?